Grande est notre joie de vous savoir très nombreux tous les matins à l'écoute de la 95.5, la plus belle dame de Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur la page Facebook de la radio Nana FM. La communauté internationale observe chaque 10 décembre la journée des droits de l'homme. C'est le jour anniversaire de l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion. L'édition 2021 de cette célébration a pour thème l'égalité et l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'est-elle pas effective que sur papier? C'est le thème qui nous réunit ce matin et pour en parler, nous recevons et sort donc divin Aymar Konga. Il est juriste au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme CDF-DH. Monsieur Konga, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de me retrouver dans vos studios ce matin. Merci. C'est également un plaisir pour nous de répondre aux questions des auditeurs, ces auditeurs qui auront la possibilité d'intervenir dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Ils peuvent déjà commencer par réagir sur la page Facebook de la radio avec Star Deco à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci d'être dans nos locaux ce matin. Alors, Maître Apollinaire Yaovi Madiagouibo sera conduit à sa dernière demeure samedi. L'homme a été un grand défenseur des droits de l'homme. Quel souvenir vous gardez de ce monsieur? Pour parler de souvenirs que je garde de Maître Agbouibo, vous noterez que je suis jeune, très jeune d'ailleurs. Je fais partie de la génération qui n'a pas forcément connu l'homme dans le feu de son engagement. Je l'ai surtout découvert, par exemple, à travers les communications faites lors du colloque qui s'est tenu en juin 2021 à l'hôtel 2 février, à l'initiative du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme et d'autres partenaires. Et je retiens que Maître Agbouibo a été un acteur de tous les combats, ou quasiment tous les combats politiques du Togo. Et j'ai été marqué par le fait, par exemple, que c'était le pionnier de la mise en place de la CNDH au Togo, dont il a d'ailleurs été le premier président avant sa démission en 1990. Et je retiens aussi, par exemple, des mots du journaliste Alain Foka, que j'ai entre-temps eu le privilège de rencontrer en marge du colloque, qui disait dans le cadre de sa communication qu'en réalité, Maître Agbouibo est l'un de ces intellectuels africains que lui, il qualifie d'intellectuels, de ceux-là qui n'ont pas été à l'école et qui ont pris un bagage, ou en tout cas qui ont transporté un bagage intellectuel qui ne leur a servi qu'à parler et autres, mais qu'il a vraiment mis en pratique au service de sa communauté. Donc c'est vraiment le souvenir d'un homme engagé au service de son pays et de sa communauté que je garde. Alors, ce qui veut dire que vous l'avez, c'est vrai, mais quand même, même en étant jeune, il a été récemment Premier ministre du Togo et ma foi, vous êtes déjà né à cette époque? Oui, en effet, mais faut savoir que le plus récent souvenir que je garde de lui, c'est celui de sa participation aux élections présidentielles en 2010 par exemple. La période où il a été Premier ministre, faut dire que c'était pas mon domaine, donc en ce moment-là, je connaissais pas forcément l'homme que j'ai été ravi de découvrir, donc de redécouvrir si je veux dire, à travers ses multiples autres facettes, non seulement d'acteurs politiques, mais aussi de défenseurs des droits de l'homme
et d'écrivains aussi entre-temps. Alors, parlant de la situation des droits de l'homme, où en sommes-nous aujourd'hui au Togo? Bien, la situation des droits de l'homme, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est déjà important de rappeler que les droits de l'homme, c'est un grand bloc dans lequel on peut retrouver différentes thématiques. Selon la thématique qu'on aborde, on peut faire une appréciation et on peut soit voir un verre à moitié plein ou voir un verre à moitié vide. Par exemple, il y a des thématiques sur lesquelles on peut se réjouir au Togo. La participation des femmes aux affaires publiques. Je m'en vais vous rappeler, parce que je pense que vous le savez déjà, que le Togo est le pays avec le plus de femmes qui sont représentées au niveau des premières instances de décision. Je veux parler du gouvernement. Donc, il y a ces points-là qui ne sont pas des moindres, dans lesquels nous pouvons avoir des raisons de nous réjouir. Mais entre-temps, il y a aussi des points sur lesquels, en réalité, la société civile émet des points d'inquiétude, ou en tout cas des inquiétudes, ce que je voulais dire. Mais non seulement la société, aussi des instances internationales. Par exemple, le Togo était devant le Comité des droits de l'homme cette année, et le Comité des droits de l'homme a émis un certain nombre d'inquiétudes et de préoccupations relatives à des questions. La question de l'espace civique, par exemple, qui se retrouve assez restreint, d'abord à travers le cadre légal, mais aussi dans la pratique où on peut observer un certain nombre de sanctions vis-à-vis des journalistes. On peut observer des arrestations suite à des expressions d'opinion, je voulais dire. Donc, sur ce point, par exemple, on peut avoir des préoccupations. Sur aussi les questions de sécurité des personnes, du droit à l'intégrité physique et aussi de la lutte contre la torture, on peut aussi avoir des inquiétudes en termes de où en sommes-nous, parce que à l'heure où nous parlons, il y a ces personnes-là qu'on appelle dans la sphère sociopolitique des détenus politiques, qui sont des gens qui ont été arrêtés dans peut-être différents contextes, mais qui ont en commun un certain engagement politique et qui, c'est à un tribunal de le dire si se comporte contre eux est fondé ou pas, mais qui justement n'ont pas encore eu la chance d'être présentés devant un tribunal, qui sont maintenus en détention, pour certains pendant plus d'1 an ou pendant plus de 2 ans. Et justement, le Comité des droits de l'homme a exprimé un certain nombre d'inquiétudes par rapport à ça. On a aussi eu des allégations de torture de ces personnes qui sont en détention. Donc, de façon vraiment à vous donner un aperçu, c'est de dire qu'en termes de droits de l'homme, pris comme cet ensemble-là, il y a des points sur lesquels on peut se réjouir, mais il y a encore des points sur lesquels la société civile attend de l'État qu'il puisse, dans la même expression de volonté et sur d'autres thématiques, faire preuve de cette volonté aussi dans ces thématiques et apporter des améliorations. Alors, dans le cadre de la réalisation de cette émission, nous avons posé la question aux citoyens lambda par rapport aux droits de l'homme, ce qu'ils pensent. Alors, pour certains, imposer le pass vaccinal comme condition sine qua non pour accéder au lieu de culte est une violation des droits de culte. Alors, vous, en tant que juriste, vous répondez quoi à ces citoyens? Bien, je vais commencer en disant que l'obligation de se faire vacciner, elle n'est pas illégale en réalité, parce que le Code de la santé publique donne la prérogative au ministère de la Santé de rendre obligatoire, en cas de menace de pandémie, une vaccination contre ce virus-là qui menace de pandémie, s'il y a un vaccin efficace. Donc, ce n'est pas illégal d'obliger des gens à se vacciner. Bien sûr, la loi définit un certain nombre de préalables. Par contre, c'est vrai que la manœuvre dans laquelle nous sommes actuellement chez nous, c'est que en réalité, on n'a pas dit
que c'est obligatoire de se faire vacciner, mais on a dit que pour avoir accès d'abord aux bâtiments administratifs, il fallait être vacciné. Et très récemment, du coup, pour pouvoir aller à l'église, il fallait aussi être vacciné. La mesure prend effet à partir de ce vendredi. Ah d'accord, Oui. oui, ce 10. Du coup, parler d'une violation à un droit de culte, déjà, il faut savoir que le droit de culte n'est pas exprimé en tant que tel dans la DUDH dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, mais on parle bien sûr du droit à une religion, donc du droit à appartenir à une religion et à pratiquer cette religion, ce qui sous-entend le fait d'avoir des cultes. Du coup, est-ce qu'on peut parler de violation d'un droit de culte dans ce contexte? Pas violation dans le sens où on empêche quelqu'un d'appartenir ou de pratiquer une religion, mais c'est vrai que la mesure selon laquelle il faut être obligatoirement vacciné pour avoir accès au lieu de culte est, ma foi, quand même restrictive, surtout quand on fait le parallèle et qu'on se rend compte que pour se rendre dans un marché qui est quand même un lieu d'affluence, ce pass sanitaire n'est pas exigé. Donc, on peut parler d'une restriction, mais parler d'une violation ou parler par exemple en termes juridiques d'une violation d'une disposition de cette DUDH serait quand même, je ne sais pas comment le dire, mais on devrait admettre qu'il y a une restriction de cette liberté-là à pratiquer sa religion ou aller au culte. Alors, ce qui veut dire que parler de violation dans ce cas d'espèce, c'est un peu exagéré. Exagéré, je ne sais pas s'il y a un mot entre modéré et exagéré, mais je n'aimerais pas me situer dans les extrêmes. Celui qui dit que son droit à la liberté de culte est violé, je pense est fondé à le dire, parce que si je ne peux pas me rendre à l'église le dimanche, qui est un lieu pour moi qui suis chrétien, qui est un lieu où je trouve un refuge, c'est-à-dire le dimanche quand je vais à l'église, c'est pas dans un bâtiment que je vais rencontrer mon créateur. Donc pour celui qui dans ce même sentiment là ou en tout cas dans cette même position se trouve privé de ce droit justement parce que il n'a pas le pass vaccinal, pour cette personne qui parle de violation, moi je peux pas lui dire que en réalité c'est exagéré, mais pour moi qui suis juriste et défenseur des droits de l'homme, si je devrais apprécier cette mesure, je parlerai de restriction du droit donc à pratiquer sa religion. Alors, la question qui nous réunit ce matin, c'est de savoir est-ce que la déclaration des droits de l'homme, ce document, n'est-elle pas effective ou bien cette déclaration n'est-elle pas effective que sur papier? Est-ce que la DUDH n'est effective que sur papier? Je pense que ce serait malhonnête de ma part de vous dire oui, parce que justement nous sommes actuellement dans un studio d'une radio et nous sommes en train d'exercer la liberté de presse. Je suis dans un studio de radio et en tant que citoyen d'abord, puis en tant que DDH, je donne mon point de vue sur un certain nombre de sujets que vous me proposez. Donc je suis en train de m'exprimer, d'exercer ma liberté d'expression. Donc en réalité, les droits consacrés par la DUDH, ce ne sont pas des droits qui sont sur papier, ce sont des droits que nous vivons tous les jours. Je pense même que ces droits étaient effectifs avant d'être mis sur papier. Donc, est-ce que ces droits ne sont effectifs que sur papier? Je dirais non. Mais est-ce que les droits tels que garantis sur le papier sont effectifs en pratique? C'est là qu'on va répondre en disant qu'en réalité, en droit, c'est-à-dire dans le droit dans son sens subjectif, il y a des droits dans le sens enfin je voulais parler du droit dans son sens objectif. Il y a des droits dans le sens subjectif de l'expression qui sont garantis mais qu'on ne retrouve pas forcément dans la pratique, ou en tout cas dans la jouissance dans la pratique
est limité. Par exemple, le droit de réunion pacifique au Togo, où actuellement on assiste à une quasi-inexistence de réunions pacifiques, surtout les réunions à caractère politique. Je me rappelle que dernièrement, il y a le Front togolais, Fonds citoyen Togo Debout. Fonds citoyen Togo Debout, par exemple, qui n'a pas pu tenir une manifestation. Donc, il y a de ces droits qui sont garantis dans la DUDH, mais dont l'application en pratique pose, j'aimerais le dire comme ça, pose un problème. Mais est-ce que les droits garantis par la DUDH ne sont effectifs que sur papier? Je dirais non. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce citoyen qui pense que le chemin pour qu'on soit un modèle en matière de respect des droits de l'homme est encore long? Vous répondez et puis on donne la possibilité maintenant aux auditeurs d'intervenir. Est-ce que le chemin pour qu'on soit un modèle en matière de droits de l'homme est encore long? Je pense que ce chemin sera aussi long que notre volonté d'arriver à être un modèle en matière de droits de l'homme le sera. Parce que, par exemple, nous sommes un modèle dans certains domaines qui touchent aux droits de l'homme. Je parlais tout de suite de la question des femmes qui sont représentées au sein du gouvernement. Nous sommes un modèle mondial, je veux dire, dans cette matière. Mais par exemple, en matière d'espace civique, l'espace civique au Togo est défini comme étant réprimé. Donc, par Civicus dans son récent rapport sur le droit des personnes ou le droit des peuples sous attaque. Donc, c'est le titre de ce rapport. Donc, je m'en allais dire qu'en réalité, c'est une question de la volonté, parce que même si les droits de l'homme nous concernent, autant vous et moi, ces droits-là, ou en tout cas le premier débiteur en matière de ces droits, c'est l'État. Et c'est entre-temps la volonté de cet État dont moi je ne doute pas, mais qui s'illustre sur certaines thématiques plus que d'autres. Donc c'est la volonté de cet État qui nous permettra d'atteindre une référence internationale en matière des droits de l'homme. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Les deux médias présentent la deuxième édition de GMA, les deux magazines World. Venez vivre la cérémonie de récompense des acteurs du pôle qui ont marqué l'année 2021. Ce 10 décembre 2021 à la salle Concorde de l'hôtel de février à partir de 20h. Les deux magazines World, c'est un événement exceptionnel avec des invités spéciaux, des prestations d'artistes locaux. Espoir Takala, Tarina, Neida Sambo, Rimsal, Yakubu, Selza. Kana, Fofo Scarfo, en guest international, Fanico du Bénin. Boom de la Côte d'Ivoire. Vous aimez la nuit? Soyez au rendez-vous de cette cérémonie unique aux couleurs miadoétiques. Passe 10 000 francs, VIP 25 000 francs. Attention, les places sont limitées. Réservez dès maintenant au 93 87 07 87. Pour plus d'informations, visitez le site www.Magazine Awards. GMA, Magazine World, un événement soutenu par Tobocom. Entrée soumise au strict respect du port de masque et à la présentation de passe vaccinal de test PCR valide. Dispositif mobile de vaccination prévu sur place. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Je salue notre invité. Je pense qu'on parle de droits de l'homme. La question que je voulais va se poser, c'est quoi? Est-ce que ça dit, lorsque on parle de droits de l'homme, est-ce qu'il faut bafouer le principe de la démocratie, c'est-à-dire instaurer l'état de droit? Quelle est la différence entre les droits de l'homme et les principes de la démocratie? C'est-à-dire, on parle de les principes de la démocratie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas violer les lois. Il faut, on sait que
premier principe, c'est que c'est à l'acte d'élection. Mais lorsque on nous parle à chaque élection, la communauté internationale même dit que les élections sont dépassées, les cadres de processus de la démocratie. Et dans ce pays-là, on a les gens de droits de l'homme qui ne disent rien. Bon, qu'est-ce qu'on va répondre à des Togolais qui disent que le droit de l'homme, tout ça là, c'est donc une institution de dénonciation. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Georges au téléphone. Georges, vous nous appelez de Kéké. Kéké. Oui, allez-y. Oui, d'abord, je salue l'invité. J'estime que c'est à travers lui que je constate qu'il y a des fois des défenseurs des droits de l'homme, aussi des drôles de défenseurs des droits de l'homme. Parce que quand on évoque la question des droits de l'homme, les droits de l'homme n'ont pas deux camps. Les droits de l'homme ont un seul camp. Quand il y a violation d'une disposition de la DUDH ou de la Constitution, le défenseur des droits de l'homme ne doit que s'en tenir à ça et défendre les droits de l'homme. Il n'y a pas de demi-mesure par rapport aux droits de l'homme. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est la question sur le pass vaccinal. L'invité évoque le code de santé. Il a bien précisé que le code de santé précise l'efficacité du vaccin. Vous savez pourquoi le gouvernement n'a pas rendu obligatoire cette histoire de vaccination? C'est parce qu'il ne peut pas utiliser la disposition dans le code de santé concernant cet article. Tout simplement parce que on parle de vaccin et d'efficacité du vaccin. Ici, dans le cas d'espèce, le vaccin contre le Covid n'est pas efficace. Et c'est un surnom qui fait débat entre les scientifiques à l'étranger, en Occident. Donc, ceux qui sont des scientifiques et des juristes savent qu'ils ne peuvent jamais évoquer ce code-là. Encore moins la disposition que contient ce code. Donc, beaucoup ignorent cet aspect de la chose. On parle d'efficacité. Le vaccin n'est pas efficace. La preuve, certains, à leur 4e dose, ils iront bientôt aux 2e dose. Avec cette histoire de vaccination dont on ignore le contenu thérapeutique, les gens seront dans 5 ans peut-être dans une comorbidité, y compris leurs enfants, avec la fragilité de leur système immunitaire. On ne refuse à personne d'aller se faire vacciner, mais il faut faire un contrôle de l'organisme de la personne avant de se faire vacciner. Et le code là est clair. Le code là est destiné à d'autres épidémies, à d'autres pathologies, pas à cette épidémie de coronavirus. Et là, on parle précisément de efficacité. Ce vaccin n'est pas efficace. Merci. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Georges. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Bonjour monsieur Gallo. Bonjour à l'invité. Oui, bonjour. Bon, vous savez, il y a d'autres pasteurs qui disent que présenter la carte de vaccination ne passe pas du tout à tête à leur foi. Tout à l'heure. Bon, voilà que la dose certains de ça porte à tête. Bon, on a combien de Bibles? Moi, je crois que ce dernier a raison. Parce que la foi, c'est dans le cœur. Le homme n'a pas pris un couteau pour diviser la foi. D'autre part, les gens disent que le vaccin n'est pas efficace. Qu'est-ce que nous on a ici? C'est tout le monde a dit qu'il se vaccine. Mais si on va mourir avec ça, on va mourir. Ne reste pas ici pour critiquer, alors qu'on n'a rien au Togo. Moi, je crois que les prêtres doivent faire tout pour que les gens aient été vaccinés et nous allons démarrer l'économie du pays. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, Tata Raguel, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y avec Je salue l'invité. Bon, moi, je veux juste demander, avec tous ces vaccins de Pfizer et les autres, Tata Raguel, il n'y a pas allô? un vaccin Allô? qui peut supporter le virus une fois de bon, au lieu de se vacciner à chaque virus. Allô? Et oui. Notre invité de ce matin n'est pas un docteur, il est juriste. Donc, on parle surtout des droits de l'homme. Ok, comme je vous ai entendu parler de corona. Ah non, on parle surtout des droits de l'homme. Ok, je vous remercie. Merci.
On prend un dernier auditeur, on donne la possibilité à l'invité de répondre. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Allô, Oui, bonjour Papa Sibiti. allô, mon directeur. Oui, comment allez-vous? Ça va. On vous écoute. Quand vous parlez de droits de l'homme, Oui, c'est vrai. Et ce qui se passe, le droit, il est pour les femmes et il est pour les hommes. Ça m'étonne quand les femmes se lèvent, c'est le droit de la femme. Non. 45, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait fusion. Faites tout pour que nous soyons ensemble, et les femmes et les hommes. Vous parlez de parti, on parle de parti. Non, quand il y a quelque chose, c'est pour tous. Si on passe un concours, on veut 20 places. Si 20 femmes méritent, de la première à la dernière, les 20, on les prend. Ce qui me sonne aujourd'hui, c'est qu'on dise que le gouvernement est contre cette communauté, cette congrégation religieuse. C'est ça qu'il faut tout faire pour bannir de l'esprit des gens. merci. Vous m'excusez, hein? Merci beaucoup. Si je vous gêne, si je commets des bébés à l'égard de tout le peuple togolais, que les gens veulent m'expliquer, il ne faut pas qu'il y ait une fusion, soyons ensemble. Hein? Le gouvernement, s'il a pris des mesures, voyons comment ça peut aller, on peut faire pour que ça marche. Merci. Les institutions des droits de l'homme sont contre. Non, allons avec le gouvernement. Qu'il soit avec le gouvernement, qu'il y ait une entente. Moi, je ne veux pas de trouble. Merci Pour beaucoup. qu'il y ait la paix, l'amour pour tous les Togolais. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté, Concours qui écrit Déclaration universelle des droits de l'homme reste une déclaration, on ne voit rien qui garantit les droits de l'homme. Donc, c'est un papier. C'est la réaction de notre auditeur sur la page Facebook. Donc, vous réagissez par rapport à la déclaration de M. Akoté Concours et on continue avec les auditeurs qui nous ont appelés. Je rappelle que nous ne parlons pas aujourd'hui de la maladie à coronavirus, on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est observée tous les 10 décembre. Alors, par rapport à la réaction de M. Akoté Concours sur la page Facebook de Nana FM qui dit, je répète, Déclaration universelle des droits de l'homme reste une déclaration, on ne voit rien qui garantit les droits de l'homme, donc c'est un papier. Bien, je pense que c'est monsieur Akoté. Je pense que monsieur Akoté, en faisant cette affirmation, s'est basé sur ces données factuelles à lui, je présume. Parce que pour faire une telle affirmation, il faut avoir par exemple fait un monitoring, faut avoir observé la situation des droits de l'homme. Et quand on veut remettre en cause la DUDH par exemple, il faut avoir observé la situation des droits de l'homme depuis 48 où cette déclaration a été prise. Comme je le disais tout de suite, quand vous m'avez demandé si ce sont pas que des droits sur un papier, je vous ai rappelé qu'en réalité, les droits de l'homme ne sont pas nés avec la DUDH. Les droits de l'homme existaient ou existent aussi longtemps que l'humanité existe. Les droits de l'homme, ce sont ces droits qu'on a à partir du moment que nous sommes humains. Donc, il ne se résume pas à un papier comme monsieur le dit. Maintenant, si monsieur Akoté estime qu'il n'y a aucune jouissance des droits de l'homme, comme je le disais, je présume qu'il se base sur ces données factuelles à lui. Il a fait un monitoring et par rapport aux données que moi j'ai donné par exemple des exemples. J'ai dit tout de suite que en réalité nous exerçons certains droits de l'homme, mais nous n'exerçons pas tous avec la même liberté qu'il le faut, et c'est là-bas que le problème se pose. Et c'est là-bas que les défenseurs des droits de l'homme, que les acteurs de la société civile se lèvent pour dire à tel niveau, il y a un souci. Mais la DUDH, dans son ensemble,
en réalité, n'est qu'un papier, parce que, quoi qu'on dise, c'est un papier sur lequel on a écrit un ensemble de principes. Mais par contre, ces principes-là qui sont écrits sur ce papier, ce sont des principes que moi, c'est pas une déclaration propre à moi, mais ce sont des principes sacrés. Et la jouissance de ces droits, peut-être pas l'ensemble des droits, mais la jouissance de ces droits reconnus ou garantis par la DUDH, pas garantis mais reconnus, je voulais dire, par la DUDH, même si elle n'est pas complète, existe quand même. On ne peut pas en dire que c'est juste un papier, à moins qu'on parle de la nature matérielle de la DUDH. Alors, Monsieur Pelé qui pense que les droits, les institutions des droits de l'homme ne sont que des institutions de dénonciation. Est-ce que les institutions de droits de l'homme ne sont que des institutions de dénonciation? Je pense que nous parlons de la première question de ce très cher auditeur qui disait qu'il remarquait qu'il y avait je le cite, drôles de défenseurs des droits de l'homme, et que quand il y a violation des droits de l'homme, il n'y a pas... Non, ça c'est M. Georges. Je parle du premier intervenant, M. Pelé, qui pense que d'abord il demande quelle est la différence entre droits de l'homme et principe de la démocratie. Justement, cette question était très intéressante. D'ailleurs, je me réjouis de voir qu'il y a des interventions comme ça. Ça montre d'abord que nos citoyens, ou nos concitoyens, je veux dire, s'intéressent à la question des droits de l'homme. Parce que c'est très important. Il n'y a pas que les DDH qui sont censés s'intéresser à la question des droits de l'homme. Ce sont des droits qui nous concernent tous autant que nous sommes. Donc, moi, je me réjouis de voir que les citoyens, nos concitoyens s'intéressent à cette question. De savoir quelle est la différence entre les principes démocratiques et les droits de l'homme. Il a si bien dit, les principes démocratiques, c'est d'abord la participation aux affaires publiques qui est garantie entre-temps par le Pacte international des droits civils et politiques en son article 25. Et cet article sous-entend la tenue régulière des élections auxquelles les citoyens peuvent participer. Et ce principe-là, par exemple, je viens de dire qu'il est garanti par le Pacte international des droits civils et politiques. Donc ce principe est un droit de l'homme. Le principe de la démocratie, selon lequel il faut qu'il y ait des élections et il faut que je sois en mesure de participer à ces élections, est un droit de l'homme. Est-ce qu'il y a une distinction alors? Je ne dirais pas. Mais les principes démocratiques sont en effet des droits de l'homme. Et quelle est je pense que l'auditeur voulait savoir l'état de droit. Il a posé une question comme ça. Je pense qu'il voulait savoir en quoi peut-on parler d'état de droit, je pense. Et je lui répondrai en disant qu'en effet, l'état de droit, c'est cet état où tout le monde, tous les citoyens, y compris les gouvernants, sont soumis à la règle de droit. Par exemple, le président n'est pas plus ou moins justiciable, sauf les immunités inhérentes à sa fonction, n'est pas plus ou moins justiciable que tout autre citoyen. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire une distinction entre les principes démocratiques et les droits de l'homme. Maintenant, à la question de savoir si les institutions de droits de l'homme sont des institutions de dénonciation. Je ferai d'abord la distinction entre institutions de droits de l'homme et organisations de défense des droits de l'homme. Les institutions de droits de l'homme, les institutions nationales de droits de l'homme, les INDH, sont différentes des organisations de défense des droits de l'homme. Le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme est une organisation de la société civile de défense des droits de l'homme. La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, est une institution nationale de droits de l'homme. Et lorsqu'on fait cette distinction, en réalité, il y a des prérogatives qui sont différentes, qui sont, je voulais dire oui,
différentes en fonction de quel type d'organisation ou d'institution on a. Les prérogatives de la CNDH ne sont pas les mêmes que celles du CDFDH. Et le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, je le prends comme exemple d'organisation de défense des droits de l'homme, peut oui faire des interpellations, peut faire un plaidoyer au niveau de l'État, peut en tant que ODDH représenter des victimes devant une juridiction pour demander le rétablissement d'une situation de droits de l'homme. Mais il n'existe pas de mesures propres à ce que le CDFDH, qui est une ODDH, puisse contraindre l'État à respecter les droits de l'homme. Donc, ce n'est pas qu'une question de... Ils ne sont que des institutions de dénonciation, mais c'est qu'ils sont là ou elles sont là selon la nature qu'elles ont et exercent un certain nombre de fonctions. La CNDH, par exemple, a des prérogatives différentes de celles des ODDH et a quant à elle, donc dans le cadre de ces prérogatives, des moyens qui peuvent aller au-delà de la dénonciation, mais qui peuvent aller à avoir l'État comme interlocuteur pour emmener à ce qu'une situation des droits de l'homme change. Mais le principe de l'État comme tout-puissant, entre griffes, demeure. Donc, c'est pas comme si les acteurs avaient d'autres moyens que de prendre position, que d'interpeller ou que de dénoncer pour emmener à une amélioration de la situation des droits de l'homme. Tenez-vous bien, même les organisations internationales comme l'ONU peuvent exprimer des inquiétudes sur une situation de violation des droits de l'homme et faire des recommandations à l'État, mais ne peuvent pas contraindre l'État à quoi que ce soit. Donc ce n'est pas, je pense que l'auditeur allait dans le sens où il voulait exprimer un manque de volonté. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une question des moyens qui sont mis à la disposition des acteurs qui œuvrent avec l'État à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Alors, Monsieur Georges, qui pense qu'il n'y a pas de demi-mesure en matière de violation des droits de l'homme? Je suis d'accord avec Monsieur Georges qui pense qu'il n'y a pas de demi-mesure en matière de violation des droits de l'homme. Parce que, comme je le disais tout de suite, pour moi, la définition la plus simple des droits de l'homme, ce sont ces droits-là sans lesquels nous ne pouvons pas vivre. Ou en tout cas, nous ne pouvons pas vivre en tant qu'humains. Donc, quand l'un de ces droits, qui sont pris comme des droits universels, les droits de l'homme sont universels, quand l'un de ces droits est attaqué ou est restreint, on ne peut pas faire de demi-mesure en réalité. Mais quand, par exemple, on parle d'une violation d'un droit au culte, je voulais dire, j'ai pris le soin justement de rappeler qu'en réalité, il n'y a pas de droit au culte exprimé en tant que tel dans la DUDH dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, mais il y a un droit à la liberté de religion qui comprend la liberté d'exercer un culte. Et lorsque l'État prend en effet des mesures qui sont de nature à empêcher les citoyens d'exercer ce droit, oui, on peut le condamner et je pense que c'est ce qu'on fait, c'est ce que les citoyens togolais font, ou en tout cas ceux qui estiment, comme je l'ai dit tout de suite, ceux qui estiment que cette mesure restreint leurs droits, c'est ce que les organisations de défense des droits de l'homme font en disant que effectivement restreindre le droit de quelqu'un à aller à l'église, et comme je le disais, personnellement par exemple, l'importance que aller à l'église a pour moi peut avoir pour tout autre citoyen, et il est en droit de se dire que son droit à aller à un culte est violé.
mais ces mesures sont prises dans un certain contexte. Et comme je le disais, l'obligation de se faire vacciner, on n'en est pas là au Togo, mais elle n'est pas illégale. J'ai voulu juste rappeler ce contexte-là, même si, comme l'auditeur l'a si bien rappelé, cette disposition n'a pas été évoquée. Mais on peut se poser la question quand on nous oblige plus ou moins à se vacciner, si la loi le prévoit. Et c'est dans cette démarche pédagogique que je voulais parler de cet article. Pas que je veux avancer ici, que c'est sur cet article que se base la démarche du gouvernement. Et comme je disais, c'est une manœuvre qui malheureusement n'est pas que de chez nous. On ne parle peut-être pas ailleurs de culte, mais on parle aussi ailleurs de passe vaccinal. Et ce n'est pas une question de deux poids et deux mesures, mais l'appréciation qu'on peut faire de cette mesure va varier selon l'angle dans lequel on le prend. Alors, il nous reste pratiquement 30 secondes, donc votre mot de la fin. Ah d'accord, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre aux autres questions. Par exemple, la question de la division entre les droits de l'homme, quand on parle de parité homme-femme, j'aimerais rapidement dire à l'auditeur qu'en réalité, il n'y a pas différentes catégories d'hommes en général, donc d'humains en matière de droits de l'homme, mais il y a des groupes de droits de l'homme qui peuvent être spécifiques et peut-être qu'un certain groupe fait beaucoup de bruit par rapport à ces droits, mais ce n'est pas infondé. Et quant au dernier auditeur, j'aimerais juste lui dire que celui qui parle d'être aux côtés de l'État, moi j'aimerais juste lui dire que s'il n'y a pas de débat contradictoire, on ne peut pas avancer. S'il n'y a personne pour dire qu'à ce niveau, si personne ne peut dire qu'à ce niveau, je ne suis pas totalement d'accord, je pense qu'il y a un souci. Et du coup, mon mot de fin, en rapidement essayant de répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, mon mot de fin, c'est que les droits de l'homme, ou en tout cas toutes les personnes, je voulais dire, toutes les personnes sont nées libres et égales en droit. J'aime beaucoup ce premier article de la DEDH et j'aime aussi la constitution togolaise qui dit que la raison d'être de toute société est de défendre ou de promouvoir la jouissance de ses droits. Donc aux citoyens, ne soyons pas des empêchements à la jouissance des droits de nos concitoyens, parce que ça peut arriver, et à l'État de donc faire preuve de plus de volonté, parce qu'il y en a, donc faire preuve de plus de volonté sur ces questions-là, sur ces inquiétudes qui sont soulevées en matière de droits de l'homme. Merci. Et ce donc Divin Aymar Ponga, il est juriste au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme CDF-DH. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.